Bienvenue à tous mes chers Moonies dans le podcast Come on the Moon. Alexane, je suis ravie de vous accueillir dans ce podcast où nous parlerons entrepreneuriat bien sûr. Nous parlerons également communication digitale à l'aide d'interviews de professeurs de yoga, d'interviews d'entrepreneurs, tout cela allié à la communication digitale. Il y aura certains épisodes dédiés à des interviews, d'autres épisodes spéciaux comme On the Moon et des épisodes également sur le cycle lunaire allié à chaque mois pour les entrepreneurs. J'espère que ces nouveautés vous plairont et n'hésitez pas à nous faire vos retours par message, par mail, en laissant des petites étoiles sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast, des commentaires. Ça nous fera très très plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille Caroline Mignot qui va nous parler de son parcours entrepreneurial. Elle a fondé Richmaker, Marketing Square, Refer. Tous trois sont symboles de réseau, de networking, de growth marketing. Elle nous en parle beaucoup mieux que moi, alors je vous laisse écouter cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. On ne vous parlera pas de cet enregistrement un petit peu chaotique, notamment au niveau du réseau Internet. Mais voilà, vous entendrez peut-être à certains moments des petits bugs. J'espère que ça ne dérangera pas votre écoute. Normalement, on a fait en sorte que le montage soit assez propre, donc vous nous en direz des nouvelles, mais normalement, ça ne me gêne pas d'entendre toute cette qualité de contenu que Caroline nous offre. Bonne écoute. C'est la passion. Si vous voulez vraiment être un bon networker, c'est bien de s'y mettre pendant un mois, c'est bien de faire un challenge. Mais en fait, le vrai challenge, c'est tenir sur la durée vos relations humaines en général. C'est quelque chose de commencer à créer, mais en fait, ça va s'entretenir. Il faut cultiver votre jardin. C'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité. Sinon, vous n'allez pas tenir sur la durée. Et un réseau, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui rapporte beaucoup, mais par contre, c'est un travail qui demande un effort en continu. Hello Caroline, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Come on the Moon où tu vas pouvoir nous parler de ton parcours entrepreneurial et puis de ta manière de voir le réseau, LinkedIn en tant que professionnel. J'ai hâte de t'entendre nous donner tous ces conseils et puis nous parler de toi. Salut Alexane, tu as une tellement jolie voix, on dirait un show d'ASMR. Je suis hyper contente d'être ton invitée aujourd'hui et de parler de toutes ces choses qui nous passionnent en commun. Exactement. Ah bah, merci pour ma voix, ça me fait très, très plaisir. Du coup, ma première question, tu m'as déstabilisée à me charmer dès le départ. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu t'es lancée? Comment tu as eu envie de te mettre, à ton compte et qu'est-ce que tu as fait comme études? Enfin, qu'est-ce qui t'a amenée à ce que tu fais aujourd'hui? Alors, je vais essayer de faire ça de façon chronologique, même si, désolée, je vais vous spoiler, ce sera quand même décousu, même si je le fais dans l'ordre. En gros, moi, je grandis dans le 93 au Lila et mon papa est journaliste, ma mère est directrice de crèche et j'ai toujours rêvé d'être journaliste à ce moment-là. Au final, à la fin de mes études, je me dis: «Je vais plutôt être prof de français». Sans transition, sauf que, à ce moment-là, il y a 2 ans de grève à la fac et que du coup, je sais pas trop quoi faire, donc je monte le bureau des étudiants, le BDE de l'université de la Sorbonne Nouvelle et je me dis: «En fait, c'est hyper cool, d'organiser des choses, de faire du média. C'est hyper cool de fédérer les gens, c'est hyper cool de manager un staff» et en fait, à ce moment-là, je me dis: «Mais j'aimerais vraiment bien, en fait, faire de la communication, du média, du management, de l'événementiel. J'aime vraiment bien ce monde, tu vois, média marketing et du coup, à ce moment-là, je décide de me réorienter et de ne pas devenir prof de français. Même si, tu vois, chasse le naturel et revient au galop. Je donne toujours un peu des cours, mais je me dis: «En fait, je veux faire du marketing» et du coup, j'arrive au CELSA pour devenir digital brand manager.
Alors, j'arrive en stage de fin d'études à New York. J'y vais à reculons. Laisse tomber, j'avais pas du tout envie d'aller à New York. Moi, j'étais une Parisienne, émerveillée, par ma ville, avec mon groupe d'amis qui sont, comme ma famille et du coup, à ce moment-là, je pars vraiment à reculons. Et j'arrive à New York et j'ai un coup de foudre pour la ville. C'est Paris en mieux, c'est Paris avec des gens qui sourient, avec des gens qui se mélangent, avec des gens qui, ont tous la mentalité un peu, entrepreneuriale, newcomer aussi. Parce qu'en fait, là où Paris peut avoir un esprit parfois un peu fermé, c'est parce que les gens sont nés là et ils ont leur habitude. En fait, à New York, tout le monde est nouveau et ça crée une émulation, une diversité et aussi une chaleur qui est dingue. Et j'arrive à New York et pendant 10 ans, je fais du coup du gross marketing. Donc, le gross en France, on a tendance à réduire ça à de l'automatisation. En fait, le gross aux États-Unis, le gross marketing, c'est une méthode d'application marketing. Pour vous donner une image très simple, en France, la façon dont on fait du marketing, c'est des médecins spécialistes. Chacun traite un sujet et chacun fait en sorte que ce soit le mieux dans son secteur. Donc, il y a des gens qui font de la presse, qui vont s'occuper que de la presse. Il y a des gens qui font du produit, ils vont s'occuper que du produit. Le gros marketing, en fait, c'est des gens qui sont généralistes, qui vont analyser tout le cycle de vie de votre client pour voir là où vous perdez de l'argent et là où vous pourriez en gagner plus. Et du coup, ils vont appuyer et mettre leur effort sur des leviers particuliers. Donc, ils vont faire un peu de presse s'il y a besoin. Ils vont te faire un peu de social community building s'il y a besoin. Donc, c'est un peu le médecin généraliste, le gros marketing, là où le marketing est le médecin spécialiste. Voilà. OK. Et donc aux États-Unis, la différence, c'est quoi par rapport à la France? La différence, c'est vraiment déjà, moi, je trouve la diversité, parce que du coup, c'est vrai que tout le monde vient de partout. Là où à Paris, et moi la première, hein, tu vois, on a potentiellement grandi, dans cette ville. Donc en fait, les gens se rencontrent plus trop et puis tu as autour de toi des gens qui te ressemblent. Les gens qui étaient avec toi, tu vois, un peu ton environnement, finalement, social démographique, c'est-à-dire, des gens qui, ont des parents qui ont fait à peu près la même chose que tes parents. Tu as grandi dans les mêmes villes, donc quelque part, tu vois, finalement, on est un peu plus dans un moule, là où à New York, c'est plein de gens qui ont été jetés là par hasard, des boursiers, des gens qui ont obtenu un stage, en faisant un prêt, des gens qui ont été, poussés là, et cooptés par leurs parents. Mais en fait, comme tout le monde est nouveau, tout le monde se mélange, tout le monde est heureux d'être ensemble et comme tout le monde est en train de se réinventer et repart de zéro, et ben, quelque part, ça donne un truc un peu magique, un peu fou. Mmh mh. Je suis jamais allée à New York, mais je vois exactement de quoi tu veux parler. C'est un peu cette même émulsion quand, on crée sa boîte tout simplement en fait, se dire, «Bah, allez, je vais me lancer et puis je vais tenter et on verra ce que ça donne et je vais rencontrer plein de gens» et cetera. J'ai l'impression que la France, a eu un petit train de retard par rapport aux États-Unis, sur ça et puis maintenant, on est en train de se développer là-dessus. Peut-être que le confinement a aidé, j'en sais rien. Est-ce que tu peux nous parler du coup de la suite après ces 10 ans, aux États-Unis? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, ma dernière expérience, donc j'ai passé 8 ans, aux US, un tout petit peu moins même, quand je refais vraiment le calcul. Mais ce qui s'est passé, c'est que je me suis pris une peau de banane, une grosse embûche sur mon chemin. La dernière expérience que j'ai faite, c'est que j'ai lancé une marque de bijoux et cette marque de bijoux, on a fait un partenariat avec, une autre marque et cette autre marque m'a débauchée. C'est une superbe marque qui s'appelle Saint-James, dont moi je suis ultra fan, une belle marque made in France, des polos avec des rayures, vous avez peut-être vu passer et du coup, c'est vraiment une jolie marque et à ce moment-là, ils me débauchent pour relancer toutes leurs filiales US. OK. Donc job de rêve, marque que j'adore, le CEO, incroyable et en fait, je quitte tout pour ce poste et les investisseurs changent d'avis pendant les démarches de visa. Donc je me retrouve, quelques mois avant le covid sur le carreau en France du jour au lendemain et heu et là en fait, c'est la fameuse embûche, vous savez la tuile que vous avez pas senti venir et c'est aussi l'ascenseur émotionnel parce que c'était la première fois de ma vie que j'avais une aussi belle opportunité et c'est le fameux moment, je sais pas si ça a fait écho chez vous, quand vous vous dites: «Mais c'est trop beau pour être vrai». Mmh. Et ben, parfois, souvent on vous dit: «Mais arrête, saisis ta chance, c'est pas trop beau pour être vrai, c'est là» et parfois en fait, c'est vraiment trop beau pour être vrai et donc là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout est parti en fumée, du jour au lendemain
et je me suis retrouvée en France. Là, j'ai pris, un CDI très, très vite pour pouvoir, rebondir parce que je ne veux pas te cacher que je l'ai très, très mal vécu. J'ai perdu toute ma vie d'un coup, en fait. J'ai pas pu retourner aux États-Unis, j'ai rapatrié toutes mes affaires. J'avais mon copain qui était là-bas, on s'est séparés. Enfin, voi c'est le drame, que vous pouvez imaginer et puis la blessure d'ego de revenir en France et de s'être fait un peu, finalement, c'est comme se faire virer, hein. C'est virer avant même d'avoir commencé, comme m'ont dit mes potes. C'est un drôle de sentiment et ça rend pas fier de soi, alors qu'on n'y est pour rien, mais voilà. Et là, je me suis dit: «Je vais prendre le premier CDI que je trouve pour remonter la pente». Je me suis retrouvée DIRCOM dans le transport routier. C'est pas il y a pas de sous-métier, il y a pas de mauvais métier. Peut-être que ce secteur-là te plaisait pas au premier abord et c'est sûr que par rapport à celui que tu visais à la base, c'était pas du tout pareil. Mais du coup, qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre ce travail? Alors, déjà, je confirme pour ceux qui nous écoutent, ce qui est amusant, c'est que bien sûr, il y a pas de saut métier et moi, justement, le transport routier, la supply chain, bah, c'est des univers que je trouve très sexy. Mais Mmh. ce qui est très drôle, c'est que c'est à l'opposé de mon parcours. Oui, C'est-à-dire que moi, j'étais complètement. très marketeuse. Donc, moi, je venais du gros marketing, donc on traque tout ce qu'on fait. Datavore. Datavore, ça veut dire on regarde tous nos chiffres, on est en train d'optimiser en permanence. Donc, je deviens directrice communication, donc sur des métiers d'image, des choses qui ne se mesurent pas et en plus dans le transport routier alors que je venais des bijoux. Donc Mmh. c'est ça qui est vraiment what the fuck et qui m'a fait beaucoup rire. Maintenant c'est un poste qui m'a permis de rebondir. C'est un poste où j'ai choisi de rejoindre en fait, j'ai fait un choix à l'affect, Alexane. Alors tout le monde dit qu'il faut pas le faire, mais à ce moment-là, j'étais tellement brisée que j'ai eu un coup de foudre pour ma manager, qui, m'a mis en confiance, qui m'a inspirée et du coup, même si c'était un poste qui me ressemblait pas trop et ben, c'est celui que j'ai choisi et pendant 1 an, du coup, j'ai fait ça. Il se trouve que, le moment de grâce que j'ai eu dans mon poste, c'est que je savais très bien faire des partenariats. J'étais spécialisée en partenariat depuis 10 ans et au moment où je suis en train d'étouffer dans ce poste qui me correspond pas trop, qui est, serré comme, une chemise, que tu avais avant, de faire 3 grossesses, tu vois? À ce moment-là, je me sens mal dans ma peau, je me sens pas à ma place, je me sens même comme un imposteur et ce qui me permet de sortir la tête de l'eau, c'est le partenariat. Parce que, du coup, je crée un partenariat et ça fait que, tout d'un coup, je parle aux autres équipes, alors que souvent la com, les communicants d'ailleurs en souffrent. Bah, on est un peu à part quand on fait de la communication. C'est un peu, bah, en fait, on nous envoie un produit fini et nous, on est censé relayer. C'est souvent la souffrance de ce métier et à ce moment-là, au moment où je fais du partenariat, bah, tout le monde vient me parler et surtout j'ai un impact concret et chiffré et je construis des choses et là, je me dis, en fait, c'est un savoir-faire qui est très, très rare en France. Je me rends compte qu'il y a pas de documentation sur le sujet. Je me rends compte qu'il y a pas d'outils. Autant il y a plein d'outils pour faire de la prospection, autant il y a aucun outil pour faire de la prospection de partenaires et un partenaire égale des centaines, des milliers de clients potentiels. Donc je me dis: «Il y a une aberration de marché» et je me dis: «J'y vais, je me lance». J'ai peur, mais j'y vais. Donc là, c'était en quelle année à peu près? Ça, c'était, du coup, juillet 2020. Juillet OK. 2020, ça fait presque 1 an que je suis en poste. J'ai rejoint mon poste, du coup, en octobre, 2019 et juillet 2020, je mets une annonce sur LinkedIn et je dis: «Je voudrais lancer une plateforme pour faire des partenariats». Ça cartonne aux États-Unis, en France, ça n'existe pas. Alors c'est peut-être un peu fou, mais je pense qu'il faut le faire. Est-ce que quelqu'un veut venir avec moi? Je cherche un directeur technique et je rencontre mon CTO qui bossait dans la même boîte que moi. Et heu OK. et ensemble, on lance Richmaker. Du coup, j'ai continué, bah, j'avais déjà commencé depuis 3 mois, du coup, à monter le projet un peu toute seule, à créer de l'émulation sur les réseaux sociaux, tout ça, mais j'avais pas commencé le produit et du coup, j'ai fait 6 mois, en fait, de Richmaker la nuit et mon boulot, mon job en CDI avec, 4 ou 5 personnes à manager, je sais plus, la journée. Donc c'était intense. Quand j'ai rencontré Anto, du coup, mon cofondateur en juillet, là, je respire, je me dis: «Ça va sortir, ça va devenir vraiment quelque chose» et en novembre, je démissionne. Donc novembre 2020, on lance le MVP. Pour ceux qui nous écoutent, c'est le minimum viable product. Ça veut dire le produit minimum que vous pouvez lancer pour tester, si votre offre va marcher ou pas et du coup, je passe à temps plein sur le projet. Donc il a maintenant, presque 2 ans. Il a 1 an et demi.
OK, donc Richmaker, c'est vraiment la plateforme pour te mettre en contact et trouver des partenariats. Peu importe, finalement le secteur d'activité, peu importe l'entreprise, comment ça se compose en fait, concrètement? C'est un site, c'est une plateforme j'imagine, donc Kanto il a fondé la plateforme, c'est les directeurs techniques. Comment ça s'est passé? Il faut que tu imagines que c'est comme un site de rencontre et qu'aujourd'hui, dans le partenariat, on a exactement les mêmes problématiques que dans les rencontres humaines en général, le dating, tout ce que tu veux. C'est-à-dire que, on a tous quelque chose à apporter, on sait ce qu'on veut, mais on a un problème sur la rencontre. On a un problème pour, pas se laisser avoir par nos affects et du coup, bah, ma plateforme de partenariat reprend les codes du dating. En fait, on a un algorithme qui va dire à n'importe quelle boîte, bah, qu'est-ce que tu fais? Donc toi, tu vas dire par exemple: «Bah, j'ai un podcast, j'ai ce podcast, il a telle audience. Je cherche quoi? Je cherche, peut-être des invités, parce que je me rends compte que ça me prend beaucoup, beaucoup de temps de contacter les gens un à un, de me prendre des portes, de tomber dans des boîtes email, où il y a déjà plein de trucs et les gens veulent pas forcément en plus être invités à ton podcast. Donc les invités, c'est une galère que pour les podcasteurs, sauf les méga stars, mais pour tous les autres en tout cas, moi j'en ai bavé, je sais pas toi, mais il y a plein de gens qui répondent pas, donc tu peux trouver par exemple des invités. Être en train de chercher un sponsor et de te dire: «Bah, j'ai envie de monétiser mon podcast», donc sur Richmaker, tu peux aussi trouver un sponsor pour ton podcast et puis troisième scénario, tu pourrais te dire: «J'ai envie de faire de la cross promotion avec un autre podcasteur». Parce qu'aujourd'hui, typiquement ou même une newsletter. Aujourd'hui, typiquement, ce que le partenariat te permet de faire, c'est de toucher toutes les marques et les créateurs qui sont en lien avec ton client quand il est pas avec toi. Et en fait, ça, c'est surpuissant et c'est le hack de la collaboration, c'est que ça te permet de te grandir, mais vraiment 2 fois plus vite. C'est à partir du moment où tu vas capter les audiences qui sont déjà constituées chez les autres, il y a un transfert de preuve sociale qui est surpuissant. Les gens vont te faire confiance, les gens vont arriver chez toi en ayant déjà une idée de qui tu es et du coup, c'est un peu de la prospection chaude et moi, je suis persuadée qu'aujourd'hui, la prospection chaude, c'est beaucoup plus efficace que la prospection froide et qu'il faut s'en occuper. Mmh. Je suis d'accord avec toi et je pense que c'est un bon moyen aussi, d'oser peut-être plus facilement, tu vois, contacter quand tu passes via une plateforme qui est faite pour ça, de contacter les gens, parce que c'est souvent ça aussi le blocage, j'ai l'impression de se dire: «Bah non, je ne veux pas le contacter», notamment dans le podcast parce que, il est trop connu, il voudra jamais venir dans mon podcast. Enfin moi, ça a été un peu mon cas quand je t'ai contacté et d'ailleurs j'ai été très surprise que tu me dises oui et tu m'as même dit: «Bah moi, j'ai je me» justement ce que tu nous disais tout à l'heure, je me suis, pris trop de refus au début quand j'ai commencé, donc maintenant je refuse plus aucun podcast et j'ai trouvé ça génial, enfin hyper généreux, mais il y a pas tout le monde qui fait ça et donc du coup voilà, j'en profite pour te remercier à nouveau de de venir dans ce podcast, mais clairement je pense que c'est parfois, le fait d'avoir un biais qui est fait pour ça, pour nous aider à justement trouver des partenariats pour peu importe le type de sujet, ça peut vraiment, finalement débloquer certaines barrières. Bah, tu as tout dit, en fait, c'est la fameuse question du consentement aussi et c'est ça qui est fort, c'est pour ça que je pense que c'est important aujourd'hui qu'on ait une marketplace pour faire justement du partenariat. C'est que tu vois, le problème sur LinkedIn, c'est que tu vas contacter des marques, mais tu es même pas sûr qu'elles fassent du partenariat, tu sais pas vraiment ce qui les intéresse et l'idée de Richmaker, c'est de dire les marques, elles s'inscrivent en disant: «Je viens et je veux être contactée pour ça et seulement pour ça» et du coup, ça fait que tu te prends beaucoup moins de râteaux, tu perds beaucoup moins de temps, tout le monde est content et on réduit les échanges. Mmh mh. Ouais, je suis complètement d'accord et du coup, j'avais une question quand même qui me taraude un petit peu, c'est pourquoi Richmaker? Pourquoi ce nom? Alors, à l'époque, c'est marrant, tu sais qu'on m'a pratiquement jamais posé cette question. Hem Et je suis complètement une fana de naming. Genre, si je t'expliquais pourquoi mon podcast s'appelle Marketing Square, tu te dirais: «Mais elle est folle celle-là, elle a vraiment genre, beaucoup trop intellectualisé le truc». Sur Richmaker, en Mais on fait, veut que tu nous expliques du coup. ouais, sur Richmaker, c'est plus simple pour le coup. Au début, Richmaker s'appelait Partnership Studio et l'idée, c'était de dire, en fait, Richmaker, c'est pas seulement un site de rencontre. Richmaker, c'est un endroit où vous allez pouvoir faire partenariat pour pouvoir doper votre croissance. C'est ça qu'on permet de faire. C'est pas juste rencontrer un partenaire stratégique. C'est on va vous tenir par la main pour vous expliquer comment faire un partenariat qui fonctionne. Pas le partenariat éclaté au sol de genre, j'ai croisé un tel à la machine à café et on s'est dit qu'on pourrait faire un truc ensemble. Tu fais, un petit quick win, un jeu concours et basta et ciao bye. Tu vois? Le partenariat, c'est pas ça. Le partenariat, c'est des grosses OP qui te permettent d'automatiser ta croissance. Donc aujourd'hui, sur Richmaker
L'idée, c'est de permettre aux marques de donner leur visibilité et leur impact. Et c'est ça que ça veut dire reach maker. Déjà, il y a le mot make que j'adore parce que nous, on est une communauté de faiseurs. C'est que des gens qui s'activent. Et derrière le reach, bah, c'est pouvoir avoir davantage de portée, pouvoir aller plus loin. Et il y a eu un mantra que j'adore, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Et je trouve que ça va très très bien à mon produit et même à ma personnalité. Mmh mh. Je trouve aussi que ça te correspond très, très bien et du coup, Marketing Square, alors pourquoi? Et on parlera bien sûr de ton podcast, juste après. Alors, Marketing Square, en fait, tout le monde pense que c'est un nom, trouvé un peu au hasard, mais en fait, il est tellement je me suis tellement pris la tête. En fait, le square de Marketing Square, il veut dire 3 choses. La première chose, c'est, le Marketing Square, c'est la en fait, c'est la puissance de la collaboration. C'est ensemble, on est plus fort et en fait, c'est la puissance au carré et c'est ça que ça veut dire square. Ça, personne ne le sait parce qu'au début, quand j'ai essayé d'écrire mon nom, je mettais justement marketing au carré et personne comprenait. Mais de base, moi, je parlais de collaboration et tout mon podcast, c'est je collabore avec mes invités, je collabore avec mes audiences. C'est un podcast participatif. Donc, Marketing Square, première chose, c'est du coup la puissance au carré, la puissance décuplée. Le square, c'est aussi la méthode. C'est qu'aujourd'hui, si tu as idée et si tu n'exécutes pas avec beaucoup de discipline, tu vas voir que tu vas pas avoir de résultats. Et du coup, moi, ce que je propose, c'est des méthodes pour passer à l'action. Donc finalement, moi, je donne un cadre. C'est l'espace, en fait, c'est le fameux, on est carré. C'est une méthodologie qu'il faut appliquer un peu à la lettre et ça va aussi avec ma personnalité. C'est mon côté très rigoureux. Et donc du coup, la troisième chose, c'est que le square, c'est aussi l'endroit où on s'amuse, c'est la récréation. Et moi, mon podcast, je veux que ce soit un espace de liberté d'expression, un espace où les gens sont eux-mêmes, un espace où les gens s'amusent avant tout et un vrai espace de générosité. Et du coup, voilà, Marketing Square, c'est aussi le square, la cour de récré. Et tout ça, du coup, ça donne ce nom. Mais tu vois, derrière le carré, je mets toute cette sémantique. Mmh. C'est marrant parce que tu vois, quand, je l'écoutais, enfin quand je l'écoute et quand je lis le nom, j'ai tout de suite pensé à la troisième version. J'ai pas pensé forcément aux autres donc je suis très contente, que tu en parles, dans le dans ce podcast parce qu'apparemment on est privilégié de savoir ce que signifie Marketing Square donc très, très cool. Et donc dans la suite de ton parcours, parce qu'avant de lancer ton podcast, donc il s'est passé quand même plein de choses. Tu as lancé donc Richmaker et qu'est-ce qui s'est passé après ce lancement du coup, parce qu'on était sur la chronologie? Du coup, je lance Richmaker. On sort la première version du produit en novembre. Là, en fait, on fait un produit, on voulait faire du freemium. Donc, on voulait que ce soit gratuit, pour tout le monde de se référencer. Et en fait, Alexane, pire idée de la terre. Hyper cool, on a plein de succès, mais par contre, ça dépend dans tous les sens. Ça crée des comptes en doublon parce que j'ai perdu mon mot de passe. Il y a des gens qui abusent. Ils t'envoient des messages de prospection à des partenaires. Tu vois toujours ceux qui sont sur le fil. Tu vois les gens, même dans la vraie vie, qui sont toujours border. Tu sais, tu leur donnes ça, ils te prennent, tu leur donnes un doigt, ils te prennent le bras. Bah, c'est ce qui s'est passé sur Richmaker. Donc, je recevais des messages de mecs qui disaient non, mais moi, je propose une offre promotionnelle spéciale pour nos partenaires. Du coup, tu sais, c'est comme sur LinkedIn. Les marques de la plateforme, elles recevaient pas parce que je les bloquais à la main. Mais du coup, moi, je voyais passer des trucs du genre, exceptionnellement, profiter d'un rabais de moins 20 de formation. J'étais là: «OK, ça, c'est pas du partenariat». Donc à ce moment-là, je crée un énorme problème, c'est que, il y a beaucoup, beaucoup de marques et en fait, le modèle gratuit ne nous convenait pas. Donc on s'est dit: «En fait, on peut pas, il faut pas qu'on soit Tinder, il faut qu'on soit un mythique et qu'on propose des rencontres qui ont du sens pour faire des vrais beaux partenariats». Et du coup, on a décidé en février, février dernier, enfin, pardon, pas février dernier, février 2021, on a monétisé et on a tout de suite été rentable, sur Maker et depuis, bah, ça continue de grossir. Après entre temps, j'ai vraiment, adoré, rejoindre le réseau social Clubhouse et sur Clubhouse connaissent pas, c'est un réseau qui est 100 basé sur l'audio, dans lesquels on fait des rooms, donc comme des webinaires audio et heu et j'ai adoré, et en fait, on a stoppé Clubhouse, le temps d'un été, donc le temps d'un mois et demi et je me suis dit: «Mais en fait, j'adore la voix, j'ai fait un podcast nul que personne n'écoute, j'ai jamais diffusé. Pourquoi est-ce que je me ferais pas vraiment confiance et j'essaierai de faire, un podcast, mais bien. J'y mets vraiment de l'effort et j'y mets de la méthode et de la persévérance et du coup, j'ai lancé Marketing Square en septembre dernier
et maintenant, c'est, on va dire, un tiers de mon activité. Ah oui, carrément, un tiers de son Ouais, activité. OK, j'ai super. maintenant Donc ton j'ai un podcast, tu as sponsor, réussi j'ai à un peu. le OK, tu l'as monétisé et cetera. Tu dis que tu as un sponsor. Comment ça s'est passé? Alors du coup, je l'ai lancé en septembre. En novembre, donc 2 mois plus tard, j'ai eu une croissance, fulgurante de 14 000. C'est pas, c'est facile quand on part, j'avais vraiment 200 écoutes, hein, sur mon ancien podcast. Donc voilà, mais j'ai une courbe, assez dingue que j'avais partagée sur les réseaux sociaux. Je pense que c'était un peu du jamais vu dans l'histoire du j'ai vraiment envoyé beaucoup de vues d'un coup. Je pense que c'était toute ma frustration d'avoir eu autant d'échecs et du coup, le podcast a eu une très, très belle croissance et je pense que, tu sais, Apple Podcast, c'est à la main, en fait, c'est des vrais humains qui vont écouter les podcasts et faire des sélections et je pense ils ont dû tomber sur, j'étais très bien classée, du coup, par l'algo et ça fait partie des épisodes, que je documente justement. Bah, j'avais essayé de craquer le truc de comment plaire à l'algorithme Apple Podcast pour qu'il te mette en avant même si, tu étais personne et du coup, en fait, je me retrouve en novembre, coup de cœur Apple Podcast, de l'année. Donc là, j'ai cru que c'était un scam, laisse tomber. Quand j'ai reçu l'email, je me suis dit: «Mais c'est une blague». J'ai regardé la structure du mail pour être sûre que c'était quelqu'un de chez Apple et j'y croyais pas et au mois de janvier, je me dis: «Et si j'essayais de le monétiser?» Et au mois de janvier, je signe mon premier sponsor qui était Iconosquare et depuis le podcast, est sponsorisé. Donc maintenant, c'est devenu une vraie boîte avec, un monteur à temps plein. OK, trop bien et justement, bah, c'était hier, donc quand on enregistre ce podcast, on est le 19 mai et hier, tu as mis une story en disant que tu étais, justement encore, dans le top 1. Bah, tu étais le 1 podcast écouté, dans ta catégorie sur Apple Podcast et j'écoutais un podcast qui disait qu'en fait sur Spotify aussi, il y a des vraies personnes, donc on peut aussi regarder les classements, Mmh. des podcasts sur Spotify et si ça se trouve, tu fais aussi partie des meilleurs classements sur Spotify. Donc moi, en tout cas, je l'écoute sur Spotify, donc tu as des écoutes sur Spotify aussi. Ah, c'est trop gentil, merci. Tu as vu que maintenant, Spotify se bouge, enfin, on peut même noter les podcasts et mettre des étoiles. Pour ceux qui nous écoutent, en fait, les classements, c'est pas des vraies personnes, mais ce qui est géré par des vraies personnes, des humains, c'est en fait la partie curation où ils créent des playlists et les playlists, ça va être, le coup de cœur de la rentrée, ça va être, 15 podcasts, qui font peur ou, 12 podcasts pour les enfants et ça, par contre, c'est 100 des humains qui, s'occupent en fait, c'est des editorial managers qui gèrent, cette partie-là. Sur la partie classement, pour moi en tout cas de ce que j'ai appris, Alexane, c'est 100 algorithmique, OK. il me D'accord. semble. Bah, a priori, enfin, je pense que je te rejoins. Je suis pas assez calée sur le sujet pour confirmer, mais en tout cas, c'est cool que, Spotify ait enfin mis les étoiles. On attend maintenant les commentaires, ce serait encore plus cool. Mais c'est vrai que ça manquait vraiment d'une autre plateforme où on pouvait recevoir des notations. Parce que moi, je sais que je suis «pro Apple» entre guillemets, mais j'écoute tous mes podcasts sur Spotify et donc ça me manquait de pouvoir Ouais. les noter et c'est cool de pouvoir laisser, enfin, une étoile, ça te prend quoi? 2 secondes, tu as fini ton épisode, tu écoutes l'épisode et la personne te dit: «Oubliez pas de me noter, ça me fera super plaisir» et du coup, tu as juste à Mmh. le faire, quoi. Donc vraiment, ça enfin, sachez-le, ça propulse vraiment les podcasts, ça aide les podcasteurs à être plus visibles donc aidez-nous à rendre visibles plus visibles nos podcasts. Et donc du coup, en parallèle de Marketing Square, en parallèle de Richmaker, tu as aussi, rejoint, Refer, si je le prononce bien. Est-ce que tu peux nous parler aussi un petit peu de cette étape de ta vie? Exact. Alors déjà, pour ceux qui nous écoutent, vous avez plus d'excuses pour pas aller laisser une gentille review à Alexane ou 5 étoiles sur Spotify, et je le ferai moi-même avec grand plaisir. Pour continuer sur FR, hem, en fait, je sais pas si ça vous est arrivé à vous qui nous écoutez ou à toi, Alexane, des moments dans ta vie où tu te dis: «En fait, si je le fais pas, je vais trop m'en vouloir», mais tu sais que c'est un peu fou de le faire? Ça m'est déjà arrivé et je l'ai fait et j'ai pas du tout regretté. Ah, trop bien! Et ben, parce que, c'est le choix que j'ai fait. Alors j'ai pas beaucoup de recul parce qu'en novembre dernier, j'ai décidé de rejoindre un projet qui m'a fait battre le cœur comme si c'était mon propre projet. Imaginez, moi j'ai toujours dit, «C'est possible d'aimer les enfants des autres autant».
tiens, et ben, je pense pareil dans l'entrepreneuriat. En fait, il y a un projet de boîte qui m'a tellement plu, c'est comme si c'est moi qui l'avais créé et tout de suite, j'ai senti que c'était une vision qui me parlait, que j'ai complètement embrassée. Ça ressemble vraiment à ce que je fais chez Richmaker. Donc en fait, à ce moment-là, je me rends compte que nos 2 boîtes ne peuvent pas faire des partenariats. C'est pas exactement on n'adresse pas, le même, la même audience, on n'a pas le même problème. C'est 2 boîtes qui ont des hygiènes différentes, par contre, c'est la même vision et du coup, à ce moment-là, je me dis: «En fait, même si c'est un peu fou, je peux pas refuser, je peux pas passer à côté d'une opportunité pareille, de du coup cofonder avec Arnaud Gazet, le CEO, Refer, qui est une application qui permet en fait de faire des mises en relation et moi, je suis malade de réseau. Toute la vision de c'est de dire aujourd'hui, bah, les rencontres, elles changent nos vies, elles changent le cours de l'histoire, elles façonnent le progrès, elles nous permettent d'être plus forts et ce que je dis tout le temps sur Richmaker, c'est les espèces dans le vivant qui sont les plus fortes, les plus pérennes, c'est pas celles qui sont les plus fortes génétiquement, c'est celles qui collaborent le plus. Le secret de la robustesse, c'est la collaboration et moi, je veux appliquer ça au monde du business et je l'ai fait. Je le fais sur moi dans toutes les facettes de mon activité et ça fonctionne et je veux le mettre à la disposition de toutes ces petites boîtes, de tout ce nouveau marché qui est en train de naître, les indépendants, les podcasteurs, l'économie de la création. Moi, je veux créer l'économie de la connexion et je veux que les gens, ils puissent plus facilement partager des choses ensemble et créer des alliances et du coup, tu vois, Refer et Richmaker, c'est la même vision. À partir de novembre. En novembre, on a commencé à se dire: «OK, on va faire des choses ensemble» et officiellement en février, je suis passée cofondatrice. OK, c'est super. Enfin, moi, j'ai vu tout ça, du coup, sur les réseaux. Je t'ai connue donc sur LinkedIn et cetera. Non, je ne t'ai pas connue sur LinkedIn. Je t'ai connue au Connection Days à Orléans, justement, l'année dernière et je t'ai ajoutée tout de suite sur Ah! LinkedIn et je t'ai fait un petit message et je du coup, quand je suis revenue te parler pour le podcast, je me suis dit: «Waouh, je l'avais contacté il y a quasiment un an pour ça». Par rapport aux Connection Days. Donc comme quoi, il y a plein de types de choses sur lesquelles on peut connecter, et pas seulement en distanciel, mais ça nous a bien aidé d'avoir, ces réseaux-là justement pendant le confinement et c'était les premiers événements après les nombreux confinements qu'on a eus. Et donc du coup, pour revenir, à nos moutons, je suis partie un peu trop loin. Refer, Richmaker, Marketing Square et donc tout ça, en fait, c'est le lien avec le réseau et donc moi, je voulais vraiment mettre ça en avant dans cet épisode d'aujourd'hui avec toi, et que tu nous donnes un peu des conseils, pour se lancer, dans le réseau si, bah, voilà, on n'ose pas trop faire un petit message sur LinkedIn, si, on n'ose pas trop être présent sur les réseaux, si on n'aime pas trop se montrer, si on n'est pas à l'aise avec, cette notion de storytelling. Est-ce que tu aurais pour nous 3 conseils pour se lancer à, faire son réseau? Bien sûr, il y a rejoindre Racemaker, il y a rejoindre aussi Refer qui vraiment permet de mettre en lien avec le réseau. Moi, j'ai téléchargé l'application, j'ai préparé mes petits messages, mais j'ai pas encore, appuyé sur la touche envoyer, mais donc ça aide grandement a priori. Et j'ai vu qu'on pouvait vraiment inviter, tout son réseau et même plus, même au-delà, et faire des messages vraiment personnalisés donc c'est vraiment très cool. Tu pourras nous expliquer même un peu plus en détail le concept, mais est-ce que tu peux nous donner 3 conseils pour ceux qui, osent pas se lancer, sur les réseaux et networker? Alors, les 3 meilleurs conseils pour networker, le premier, c'est vraiment, il faut une bonne dose d'humilité. Ça commence par ça, une bonne relation aux autres, ça commence par, accepter son imperfection dans toutes les phases de notre vie et du coup, je dirais la première chose, pour networker du coup, c'est comprendre ses imperfections, les accepter et apprendre en faisant. Du coup, vous allez pas être parfait. Peut-être que, votre premier post LinkedIn, c'est un pas vers les autres aussi un post LinkedIn. Premier post LinkedIn, il va pas être terrible. Peut-être que votre première poignée de main, elle va être un petit peu transpirante. On vous en voudra jamais d'avoir essayé. Pensez à ce mantra, il met hyper à l'aise et c'est la vérité. Apprendre en faisant, pour moi, c'est le conseil numéro un, et c'est mettre de l'humilité dans ce qu'on fait et se dire: «OK, je débute et je suis OK avec le fait de débuter. Mieux vaut fait que pas fait. Je commence et c'est le plus important». Conseil numéro un. Conseil numéro 2 pour moi, c'est la générosité et il y a un truc, qui façonne un petit peu, bah, tout ce que j'ai construit sur FR, notre manifesto, c'est, commencer par donner et j'ai souvent, tu sais, il y a cette expression qui dit le give back, ou pay back, c'est donner en retour.
redonner la monnaie de sa pièce, tu vois? De redonner à quelqu'un, redonner ce qu'on a reçu. Et ben, moi, je dis toujours: «Give forward ou pay forward». C'est commence par donner ou paye en avance. En fait, je suis persuadée que ceux qui font le pas, le extra mile, comme on dit en anglais, qui font cet effort, en fait, de se dire: «C'est tu sais quoi? C'est pas grave, moi, je suis un giver. J'ai confiance en l'humanité. Je pense vraiment que la gentillesse, c'est un truc qui nous transporte tous et va rendre le monde meilleur». L'effet papillon. Commencez par donner, commencez par envoyer une recommandation. Vous avez un collègue qui a un peu changé votre vie, vous pensez que vous l'avez pas assez remercié, envoyez-lui une reco comme ça, en pleine journée, sans rien attendre en retour. Et ça, pour moi, c'est la base du networking, Alexandre. Je sais pas si tu ressens la même chose que moi, mais un truc qui nous fait souffrir dans les relations qu'on a Mmh. aux autres, c'est que souvent, les autres, ils viennent nous parler par intérêt. Mmh mh. Ouais, je suis Et tu totalement sais, d'accord peut y et avoir on ces devrait le faire plus souvent. bah, en fait, si vous vous autorisez à donner, à être très généreux, le jour où vous allez avoir quelque chose à demander, un service, on pourra jamais vous dire: «Ah mais non, moi dans cette relation, je me sens pas bien parce qu'en fait, Caroline, dès qu'elle vient me voir, c'est qu'elle a un service à me demander». Bah, en fait, si vous êtes quelqu'un de généreux, si vous offrez avant de recevoir et pas attention, hein, faites pas en mode, le premier message, c'est un message, sympa: «Comment tu vas?» et juste après, vous demandez un service. Non, c'est vraiment sans rien attendre en retour, vous semez des petites graines. Il faut que ça vous fasse plaisir. Il faut que vous vous disiez: «OK, cette générosité-là, c'est des petites graines que je mets pour être plus heureux dans ma vie parce que je suis un giver» et vous allez voir à quel point ça va être, vertueux, rendre les autres meilleurs et faire en sorte que les autres, bah, ils soient toujours là pour vous et c'est comme ça qu'on crée un réseau. Donc, deuxième conseil, c'est vraiment du coup le give forward ou pay forward, c'est donner en avance. Et le troisième conseil, c'est la passion. Si vous voulez vraiment être un bon networker, c'est bien de s'y mettre pendant un mois, c'est bien de faire un challenge. Mais en fait, le vrai challenge, c'est tenir sur la durée vos relations humaines en général. C'est quelque chose de commencer à créer, mais en fait, ça va s'entretenir. Il faut cultiver votre jardin. Donc ça, c'est mon troisième conseil, c'est qu'il faut le faire avec passion et avec authenticité, sinon vous allez pas tenir sur la durée et un réseau, c'est vraiment un travail de fond. C'est un travail qui rapporte beaucoup, mais par contre, c'est un travail qui demande un effort en continu. Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi et ça me faisait penser à une des valeurs, du yoga, le deuxième que tu disais, la générosité. Alors, bon, pour, remettre dans le petit contexte, je suis aussi professeure de yoga à côté et donc du coup, il y a 8 Ah! valeurs, en fait, dans le yoga et donc, dedans, il y en a une, qui est vraiment, le contentement, se savoir, se contenter de ce qu'on a et aussi il y en a une, sur, bah, la non-cupidité, le fait de partager, d'être dans le partage, la tolérance, et cetera et donc ça me faisait beaucoup penser à ce que tu évoquais, dans toutes tes phrases de générosité. Donc on À arrive fond. à faire Ah, le je lien suis avec tout, c'est alignée. super. Je suis Il nous hyper reste alignée très avec peu de toi temps. et Il nous reste très peu de temps parce que tu vas avoir un live juste après, donc je voudrais que tu, puisses, nous partager tes derniers petits conseils. Est-ce que, tu aurais, 3 petits conseils ou enfin plus ou moins, peu importe, pour, aider les gens à se lancer? S'ils ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qu'ils osent pas aussi, comment est-ce que tu as trouvé cette force en toi? honnêtement, c'est les mêmes conseils, Alexane, pour cultiver son réseau. Moi, c'est vraiment mon mantra, c'est learning by doing. On apprend en faisant et du coup, bah, commencez dès maintenant. Commencez par vous planter et là, j'étais en consulting avec, une cliente, que j'accompagne sur LinkedIn et elle me disait: «Ah, est-ce que je poste, à telle heure? Comment je lance ça?» et en Mmh. fait, je lui disais: «Là, c'est même si c'est pas parfait, tu l'as fait, tu as déjà fait un énorme pas parce que tu es en train d'apprendre». Et aujourd'hui, là, si tu fais en accéléré, donc si tu testes plein de choses, bah, tu vas gagner énormément de temps. C'est pas du temps que tu as perdu, c'est du temps que tu as gagné. Donc learning by doing, hyper important. Je pense que pour lancer son projet entrepreneurial, il y a un truc qui est important, c'est d'écouter les autres. Je vois beaucoup d'entrepreneurs qui pensent tout savoir et aujourd'hui, bah, dans l'exercice de l'humilité, encore une fois, c'est, à savoir se remettre en question, se confronter à ses clients, pas rester campé sur ses avis, des choses préconçues, ses envies aussi, ses avis et ses envies, tu vois? On est beaucoup comme ça, les entrepreneurs et aussi, laisser sa place à chacun, de pas, tu vois, quand tu es entrepreneur, potentiellement, tu deviens CEO, potentiellement, même si tu es un groupe de 1, tu peux prendre la grosse tête. Il faut faire très attention. Ça va avec le deuxième conseil d'écouter les avis, et laisser la place aux autres, mais troisième vrai, c'est voilà, pas se laisser griser par les fonctions. Être CEO, c'est avant tout un exercice, d'humilité et de laisser la place aux autres.
Je te rejoins complètement, sur tout ça. Enfin, franchement, j'ai vraiment rien à rajouter. J'ai pris des notes en même temps pour, bien me souvenir de tout ce que tu dis et pour que ça infuse bien. J'ai besoin d'écrire en tout cas et du coup, je voulais vraiment te remercier. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aurais envie de faire passer dans cet épisode? Quelque chose qui te marque, peut-être une dédicace aussi, j'aime bien dire ça en fin d'épisode. Quelque chose que tu as envie de nous partager pour terminer cet épisode? Je pense que si j'avais une phrase un peu totem à donner, ce serait: «Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin». Merci Alexane pour ton invitation dans le podcast. Merci à tous ceux qui ont écouté. Si vous avez aimé cet épisode, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter avec moi sur LinkedIn. Je serai ravie de vous répondre et de vous rencontrer. Bonne journée à tous et à très vite. Ciao! Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup à toi et merci pour ton temps et ta confiance. Je te dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcast et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.